À une époque, être noir et savoir lire ou écrire pouvait te coûter la vie. Aujourd'hui, un coin lecture avec Tia un peu spécial, un spécial justement Black History Month. Aujourd'hui, on parle littérature, mais pas n'importe laquelle. La littérature qui a dû lutter pour exister. Ce mois-ci, sur TikTok, et oui, je suis sur TikTok, d'ailleurs si tu ne me suis pas là-bas, tu peux y aller, c'est super sympa. Je suis une spéciale Black History Month. Donc pendant tout le mois de février, je vais mettre en avant des personnalités qui ont changé le monde parce que, on n'en parle pas assez. Et c'est vrai qu'il y a de cela déjà plusieurs années, le Black History Month a permis de mettre en lumière des histoires qu'on avait oubliées ou des histoires dont on ne parlait pas assez. Aujourd'hui, le coin lecture revient, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais spécifiquement pour des auteurs et des autrices qui ont marqué leur histoire, qui ont marqué leur époque. Et je vais vous donner à la fin de cette vidéo 10 livres qui, selon moi, sont des essentiels à avoir lus. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire des livres d'auteurs noirs que vous avez lus, qui ne seraient pas mentionnés dans cette vidéo et que vous avez adoré. Et dites-moi pourquoi vous avez aimé ces livres. Comme je l'ai dit en début de vidéo, à une époque, les personnes noires n'avaient pas le droit d'apprendre à lire ni à écrire. Pourquoi ? Parce que apprendre à lire et à écrire, c'est comprendre le monde. Et comprendre le monde, c'est un peuple qui est capable de penser, de se remettre en question, de remettre le système en question et donc de résister. Et face à l'oppresseur, ça devenait dangereux. Donc il était interdit pour tout esclave de lire ou d'écrire. Mais évidemment, beaucoup ont décidé qu'il en serait autrement. Et en 1773, c'est une femme qui va défier l'autorité. Une jeune femme noire, née esclave, née en Afrique de l'Ouest, elle est capturée à l'âge de 7 ans. Cette jeune femme, elle s'appelle Phyllis. Elle sera vendue à la famille Wethey, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, j'en suis pas sûre. Et donc elle devient la propriété de cette famille. Mais cette famille, contrairement à ce qui se fait à l'époque, va lui apprendre à lire et à écrire. Et très vite, on remarque qu'elle a une intelligence exceptionnelle et elle attire l'attention de ses propriétaires. Très jeune, elle va développer une passion pour la poésie, la littérature, notamment la littérature britannique et les textes religieux. Elle est tellement intelligente que des gens commencent à se poser des questions. Et pour vraiment savoir si elle est véritablement intelligente, on va la soumettre à un examen face à des hommes blancs juste pour mesurer son intelligence. Et en fait, elle va réussir cet examen haut la main. Phyllis a envie d'écrire. Elle a envie d'écrire un livre, mais évidemment, à cette époque, c'est juste impensable. Aux États-Unis, malgré son talent, personne ne veut produire le livre d'une esclave, c'est hors de question. Alors il faudra qu'elle parte en Angleterre et là elle trouvera des gens qui accepteront de financer son premier ouvrage qui sera un recueil de poèmes intitulé Poems on Various Subjects, Religious and Moral. Et sans le savoir, Phyllis ouvre la brèche à d'autres personnes afrodescendantes qui vont se permettre de rêver beaucoup plus que leur situation actuelle d'esclaves. Aux États-Unis, après la révolte de Nat Turner en 1831, les lois vont être renforcées. Apprendre à lire devient un crime, carrément. Un esclave surpris avec un livre risque des coups de fouet, voire la mort pour les cas les plus graves, c'est juste dingue, et celui qui lui aurait enseigné la lecture risquerait l'emprisonnement. Mais comme Phyllis, certains vont aller au-delà de la loi, puisque là on est carrément dans une loi, comme par exemple l'esclave Frederick Douglass. Lui, il apprendra en observant les enfants blancs et en subtilisant les livres. Plus tard, il écrira son autobiographie, un texte devenu puissant, une arme contre l'esclavage. En fait, ces esclaves avaient compris qu'écrire, c'était exister et que l'effacement commençait par le silence. Dans les années 20, Harlem, c'est le cœur battant de la culture artistique d'un renouveau. Le Harlem Renaissance donne naissance à beaucoup d'auteurs comme, alors je vais essayer de pas écorcher les noms, je suis vraiment désolée si je prononce mal, Langston Hurst, Zora Neale Hurston. Et voilà, je vais m'arrêter là pour les noms. J'espère vraiment que je prononce bien. The Harlem Renaissance is one of the most iconic cultural periods in African American history. Throughout the decade of the 1920s,
Black writing, art, and music flourished, ushering in a cultural revolution that rocked the United States. One of the most important factors that accounted for the rise of what we know of as the Harlem Renaissance is the migration of Black peoples from the South to urban centers like Harlem. The Jim Crow era began after Reconstruction, and every Southern African American had to think about, what should we do? Should we go or should we stay? For many of these people, it was a matter of life and death, literally. Sometimes in the most repressive times, we create the most extraordinary art. Et ensuite, dans les années 60-70, la littérature noire devient beaucoup plus politisée avec des figures comme James Baldwin ou Toni Morrison. D'ailleurs, Toni Morrison, qui en 1993 devient la première femme noire à recevoir le prix Nobel de littérature. Aujourd'hui, on ne compte plus les auteurs, les autrices dans le monde entier qui écrivent sur tous les sujets. On parle, oui, bien sûr, de politique, de race, mais aussi des romans, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait faire autre chose. Donc vraiment, il y a de quoi faire aujourd'hui. Là, je vais vous donner les 10 livres qui, selon moi, sont incontournables et qu'il faut avoir lus. Donc, ce sont des livres qui sont plutôt, entre guillemets, politique, même si certains sont des romans, mais derrière, il y a toujours cette consonance un peu de remise en question de l'identité noire, de la vie des Noirs dans le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez d'autres livres à nous présenter, n'hésitez surtout pas, mettez-le en commentaire. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Une si longue lettre de Mariama Ba. Alors c'est un roman épistolaire qui met en scène Ramatoulaye, une femme sénégalaise qui, à la mort de son mari, écrit une très longue lettre à son amie Aïssatou. Dans sa lettre, elle va décrire la douleur qu'elle ressent vis-à-vis de la polygamie, les contraintes sociales imposées aux femmes et les espoirs d'émancipation. Mariama Ba dresse un portrait puissant et intime, je trouve, de la condition féminine au Sénégal, dans une société tiraillée entre la tradition et la modernité. Le deuxième livre que je vous propose, c'est Les âmes du peuple noir de William Edgar Garth Dubois, publié en 1903. Ce recueil d'essais est un des textes fondamentaux de la réflexion sur la condition des Noirs aux États-Unis. W.E.B., parce qu'on le surnomme comme ça, Dubois, introduit le concept de double conscience. La double conscience, en fait, c'est la tension permanente entre l'identité noire et la perception imposée par la société blanche. Il analyse l'héritage de l'esclavage, les luttes afro-américaines pour les droits et la nécessité d'une éducation pour accéder à une véritable égalité. Le troisième livre que je vous propose, c'est Things Fall Apart de Chinua Achebe. C'est un classique de la littérature africaine qui raconte l'histoire de Okonkwo, un chef respecté de la tribu Igbo au Nigeria, dont la vie va basculer à l'arrivée des colons britanniques et de leur mission d'évangélisation. Achebe décrit avec force, je trouve, les traditions ancestrales, les conflits d'identité et la brutalité du colonialisme. Le quatrième livre de cette sélection, c'est le célèbre Beloved de Toni Morrison. Inspiré de faits réels, Beloved raconte l'histoire de Seth, là aussi je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, une ancienne esclave hantée par le fantôme de sa fille qu'elle a tuée pour lui éviter des horreurs de l'esclavage. Morrison explore les traumatismes intergénérationnels de l'esclavage, la culpabilité maternelle et le pouvoir destructeur de la mémoire. Le cinquième livre, c'est de Maryse Condé, Moi, Tituba, sorcière. Maryse Condé va conter la voix de Tituba, une esclave antillaise, accusée de sorcellerie lors des procès de Salem en 1692. Ce roman raconte la vie d'une femme opprimée par le racisme, le sexisme et la violence coloniale. Entre récits historiques et fables féministes, Condé livre une réflexion sur la résilience et l'injustice. Le sixième livre, c'est d'Ousmane Sembène, Le Noir 2. Cette nouvelle histoire raconte l'histoire de Diwana, une jeune Sénégalaise embauchée comme nourrice par une famille française et ramenée en France où elle devient malheureusement une domestique maltraitée. Sembène dénonce l'exploitation postcoloniale et les illusions de l'immigration vers l'Europe.
7e livre de cette sélection, Go Tell It on the Mountain de James Baldwin. C'est un roman semi-autobiographique qui nous plonge dans la vie de John Grimes, jeune afro-américain dans le Harlem des années 1930 et qui explore son rapport complexe avec la religion, son identité et les attentes de la famille. Dans ce livre, Baldwin critique l'hypocrisie de certaines institutions religieuses et la violence sociale et le racisme. 8e livre, Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Americana suit le parcours de Ifemelu, une jeune Nigériane qui part étudier aux États-Unis. Confrontée au racisme, à l'immigration et à la quête d'identité, elle tient un blog sur les dynamiques raciales aux États-Unis. Adichie dresse un portrait incisif de la société contemporaine et les dilemmes identitaires des diasporas africaines. 9e livre, Les soleils des indépendances de Amadou Kourouma. Alors c'est un roman qui suit l'aventure de Fama Doumbouya, dernier descendant d'une lignée royale malinké, dans une Afrique postcoloniale où ses repères traditionnels s'effondrent. Kourouma dépeint les désillusions des indépendants et le bouleversement social qui en découle. Et le dernier livre, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'autobiographie d'un ex-esclave de Frederick Douglass. Donc Frederick Douglass, je vous l'ai dit, est né esclave et il est devenu l'une des figures majeures de l'abolitionnisme. Il raconte sa vie dans ce récit poignant. Il décrit les violences de l'esclavage, sa soif d'apprentissage et son combat pour la liberté et l'égalité. Voici les 10 livres que j'avais envie, dont j'avais envie de vous parler. 10 livres qui, pour moi, sont nécessaires, sont d'utilité publique. Dites-moi si vous les avez lus. Est-ce que vous êtes intrigué par certains d'eux que vous n'auriez pas lus et que vous avez envie de lire? Et je vous l'ai dit, dites-moi s'il y en a d'autres qui, pour vous, devraient être dans cette liste. Comme ça, si je les ai pas lus, je me ferai un plaisir de les lire. Et partagez aussi cette vidéo peut-être à quelqu'un qui aime la littérature noire. Voilà. En tout cas, merci de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très vite.